Bienvenue sur ITV et bienvenue à Question Directe. Je reçois aujourd'hui Biram Da Abe. Biram Da Abe est le patron de l'IRA en Mauritanie. Il est aussi le chef de l'opposition mauritanienne. Si on prend en compte les derniers résultats des deux présidentielles, il est arrivé deuxième. Donc c'est une force politique en Mauritanie. Biram, merci d'avoir accepté notre invitation. La Mauritanie aujourd'hui, l'actualité est assez judiciarisée. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, nous pensons que le passage à témoin entre les deux amis de 40 ans, l'ex-président Mohamed Ould Abdelaziz et l'actuel président Mohamed Cheikh Al-Qazouani, a échoué le passage à témoin parce que leur conception de ce passage à témoin apparemment n'était pas identique. Pourquoi? Bon, je pense que l'ex-président voulait une transition contrôlé, sinon par procuration, il devait rester par procuration au pouvoir. Et l'actuel président, lui, il était sérieux dans ses intentions et ses ambitions de diriger, lui seul, la Mauritanie, avec ses orientations, avec ses concepts et avec sa démarche qui n'est pas celle de son prédécesseur. Oui, Abdelaziz, le président sortant, a été inculpé par le parquet financier mauritanien qui lui reproche d'avoir fait des détournements énormes. Il a fait une conférence de presse où il menace l'actuel pouvoir en disant que l'actuel pouvoir, dès qu'il s'est installé, a augmenté le budget de la présidence qui est passé de 1 milliard au Gouya à près de 3, quelques milliards de francs CFA, a soudoyé l'Assemblée nationale pour qu'on l'exclue du jeu politique. Quelle est votre analyse de cette situation? Oui, le torchon brûle. Apparemment, pour de bon. J'ai regardé la dernière prestation de l'ex-président. Il est décidé, il est déterminé et à aller jusqu'au bout de ce bras de fer avec la justice qu'il considère être un bras de fer politique entre lui et le pouvoir actuel de son ex-dauphin et son désormais concurrent. Mais je pense qu'il y a une longueur d'avance que le président actuel a eue sur son prédécesseur, ce qu'il a pu jeter les bases d'un apaisement avec une grande partie de la classe politique et de la société civile. Néanmoins, il y a une troisième force, non moins ambiguë, mais toutefois très déterminée à aboutir, à créer un climat de tension qui finalement pourra non seulement emporter l'ex-chef d'État, mais aussi lourdement affecter ou affaiblir le pouvoir de l'actuel président. Mais si on regarde le climat en Mauritanie aujourd'hui, on a l'impression que c'est comme un scénario qui se rejoue. Quand Aziz était patron de Basseb, qui était patron pratiquement de l'armée mauritanienne, quand l'ex-président Abdoulaye était là, c'était pratiquement la même chose. On est en train de revivre le même scénario. Oui, d'aucuns le disent que Aziz est en train de récidiver. Toutefois, il s'entargue d'ailleurs toujours. Il est à son énième coup d'État. Et il voit, ce qui est étonnant, c'est qu'il voit très normal que lui, il fasse toujours des coups d'État. Mais il parle toujours aussi de constitution, de respect de la loi, de respect de la constitution. Bon, c'est vrai que dans sa dernière prestation médiatique,
il y a un appel ouvert à la sédition, un appel à la désobéissance. Est-ce que vous pensez que le président Aziz, l'ex-président, garde toujours sa capacité de nuisance? Je pense qu'il a des atouts parce que l'entourage de l'actuel président est surtout composé d'hommes et de femmes que Aziz avait fidélisés. Donc c'est Aziz qui les a intégrés et cooptés pour entrer de plein pied dans les hautes sphères du jeu politique, économique et financier, mais aussi militaire en Mauritanie. Mais je pense que la capacité de nuisance de groupes et de personnes qui sont à l'affût et qui veulent tirer les dividendes de ce différend fratricide entre les deux compagnons d'armes, je pense aussi que cette troisième force est très dangereuse. Il est possible que si cette tension perdure, qu'on assiste encore à Mauritanie à un coup d'État encore? Je pense que dans notre sous-région, certains pays de notre sous-région ne sont pas encore totalement soignés du virus des coups d'État militaires. Oui. Ça intervient à un moment justement où la sous-région est un peu perturbée. On a vu ce qui s'est passé au Tchad avec Idriss Déby, l'insécurité au Mali, l'insécurité aujourd'hui au Burkina Faso, même la Côte d'Ivoire qui est menacée. Il y a une sorte de nébuleuse djihadiste dans la sous-région qui peut déstabiliser tous les États. Et dans ce contexte, la Mauritanie est considérée comme étant un verrou par rapport au djihadisme. Est-ce que cette tension entre Aziz et Ghazouani peuvent permettre à ces gens-là de s'infiltrer en Mauritanie? Je peux vous dire que tant qu'il y a les coups d'État électoraux, le remake, le retour des coups d'État militaires reste probant. Parce que les deux phénomènes s'accompagnent et ne s'excluent pas. Je pense que la Mauritanie a gagné beaucoup de sécurisation de sécurisation interne et de pacification de sa vie politique. Mais je pense que les acteurs en présence maintenant peuvent faire craindre, si le président actuel ne redouble pas de vigilance et s'il ne redouble pas de vigilance, je pense qu'il y a une menace non seulement d'insécurité politique à travers les conspirations politiques violentes, mais aussi un retour de la violence à nos frontières et dans nos frontières. Vous êtes député à l'Assemblée nationale, à 2 fois vous êtes venu 2e à la présidentielle. Ce qui montre qu'il y a moins de clivage chez le peuple mauritanien, en tout cas le peuple bas mauritanien, parce qu'ils ont porté comme second à l'élection présidentielle. Mais les questions de droits des Noirs en Mauritanie continuent à se poser. Et récemment, les Haratines ont fait une rencontre en dénonçant aujourd'hui le fait qu'ils n'ont toujours pas accès aux fonciers. C'est une question fondamentale en Mauritanie, ça. Absolument. En Mauritanie, le talon d'Achille de la Mauritanie, c'est la discrimination raciale, qui reste un mode de gestion dans le domaine sécuritaire, dans le domaine judiciaire, dans le domaine administratif. Et ceci affecte lourdement l'accès à la fonction publique, l'accès aux corps civils et militaires de l'État pour les Noirs en général, les Haratines en particulier, mais aussi pour l'accès à la propriété foncière, du foncier habitable, mais aussi du foncier rural agricole qui a connu
un transfert par la violence, un transfert au cours des événements qui ont débuté en 89, mais aussi un transfert par l'arbitraire, par la gouvernance de la dérive ethnique qui s'est installée en Mauritanie en 1978 jusqu'à nos jours, lorsque le pouvoir des bâtisseurs a été aboli par un coup d'État militaire. Cette dérive ethnique, malheureusement, elle a connu un transfert par l'arbitraire, par la violence du foncier rural vers la communauté arabo-berbère au détriment des communautés noires et hratines. Et pourtant, la Mauritanie est un pays qui a beaucoup d'atouts sur le plan économique. Aujourd'hui, il y a pratiquement une coopération qu'on loue, exemplaire, entre la Mauritanie et le Sénégal par rapport à la gestion du gaz, les jugements de gaz qu'on a découvert. La Mauritanie, sur le plan de la pêche, c'est un pays qui a énormément d'atouts. Mais la pauvreté continue à être aussi déplorable en Mauritanie. Pourquoi? Oui, la Mauritanie a beaucoup d'atouts et de possibilités de révolution agricole et d'accès à la sécurité alimentaire, non seulement pour les pays, mais aussi pour toute la région. La Mauritanie aussi a des atouts miniers, les mines de gaz, les mines de pétrole, les mines d'or, les mines de fer. La Mauritanie aussi a les côtes atlantiques les plus poissonneuses de tout, même les plus poissonneuses du monde, les côtes les plus poissonneuses du monde. Mais la Mauritanie a vécu depuis 1978 sous un régime de rapine, de vol, de pillage, de contrefaçon, un régime des régimes militaires successifs qui ont délesté la Mauritanie de ses biens, qui ont bradé les richesses et qui ont permis aux firmes étrangères, aux partis de coopération étrangère de piller les ressources halieutiques, les ressources minières de la Mauritanie et de laisser en délabrement total toute l'administration sanitaire, l'administration, toutes les administrations, compartiments de la fonction publique, et même l'administration, et même l'enseignement. La preuve, c'est que je suis venu m'installer au Sénégal avec mes enfants pendant la décennie passée, non seulement pour la sécurité personnelle de mes enfants à cause de la persécution, mais aussi à la recherche d'un enseignement de qualité. Mais est-ce qu'il est possible de rassembler toute la Mauritanie, toutes les ethnies en Mauritanie, de faire un pays arc-en-ciel, comme on dit en Afrique du Sud, comme ce qu'a réussi Nelson Mandela? Oui, c'est l'objet de notre engagement, la source de notre engagement, le motif de mon engagement qui m'a coûté à 4 fois d'aller dans les geôles insalubres du pouvoir arbitraire en Mauritanie la décennie passée, ce qui a coûté à beaucoup de mes amis aussi de connaître la prison, de connaître la torture, de connaître les condamnations à des peines de prison lourdes, le bannissement, la diabolisation. Tout ceci est dû à notre souci de pouvoir provoquer une nation arc-en-ciel en Mauritanie par un militantisme pacifique basé sur la légalité nationale et la légalité internationale. Et surtout axé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme. C'est pourquoi lorsque l'actuel chef d'État a pris le pouvoir en 2019, il a levé beaucoup de restrictions, beaucoup d'arbitraires dont souffraient beaucoup d'opposants, dont nous les premiers. Nous avons vu qu'un espoir est en train de pondre à l'horizon pour que nous et le pouvoir actuel, nous mettions les mains dans les mains pour pouvoir provoquer un dialogue national, des concertations nationales, une amélioration de notre démocratie et une reprise des instances d'arbitrage de la démocratie en Mauritanie, une provocation des libertés démocratiques en Mauritanie pour que nous puissions aboutir à ce rêve
qui est démocratiser la Mauritanie, unir son peuple sur des principes, sur une citoyenneté pleine pour tout un chacun. Voilà, nous sommes toujours dans l'espoir d'aboutir à cet objectif et c'est pourquoi nous comptons toujours sur la bonne foi, la bonne parole de l'actuel président Mohamed Ahmed Cheikh Al-Qazouani pour arriver à ce but. Vous êtes convaincu qu'il ira jusqu'au bout de ce dialogue, qu'il n'y aura pas de force dans son parti ou dans les gens qui vont freiner ce dialogue-là? Je suis convaincu de sa sincérité à lui, le président de la République, Mohamed Cheikh Al-Qazouani, mais je suis obligé de le concéder. Il y a des forces dans son propre pouvoir extrêmement hostiles à cet objectif qui est le seul objectif salvateur pour la Mauritanie. Et ces forces sont malheureusement en symbiose ou en connivence avec d'autres forces qui ont déjà fait leurs preuves à côté d'autres dictateurs avant des décennies passées et qui ont fait faire reculer la Mauritanie. Donc nous espérons que le président de la République redouble de vigilance. Nous espérons qu'il puisse vraiment neutraliser la nuisance de ces forces qui veulent utiliser son pouvoir pour encore créer un recul de plus encore pour les Mauritaniens et pour la Mauritanie. Certains estiment que c'est une ouverture qu'il a eu à faire, mais toujours est-il que derrière cette ouverture, c'est bien calculé. Bon, jusqu'à preuve du contraire, l'ouverture reste calculée. Parce que nous, à Ira-Mauritanie, et notre aile politique, le Parti RAG, le Parti radical pour une action globale, on n'a pas encore jusqu'à présent obtenu l'enregistrement de notre parti et de notre mouvement. Il y a d'autres mouvements et partis politiques très importants dans la scène politique qui étaient aussi dans l'interdiction dans les décennies passées, qui continuent aussi à espérer aussi d'arriver au but qui est la reconnaissance totale. Donc, mais je continue à donner du crédit au président de la République, qu'il est sincère quand même dans son action d'arriver à ce but tant recherché, bien qu'il y a les forces centrifuges qui essayent de l'en empêcher. Beaucoup estiment que vous avez tendu la main au pouvoir quand ils ont gagné toute ouverture, mais ça ne se reflète pas sur le plan politique. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes prêt à entrer dans le gouvernement? En effet, on a beaucoup tendu la main au pouvoir pendant la période très explosive de la déclaration des résultats très controversés des élections présidentielles passées. On a même coupé la route aux pêcheurs en eau trouble qui voulaient en faire un prélude à un bain de sang. Mais je pense que nous n'avons pas encore trouvé le retour qu'il faut de la part du pouvoir, la reconnaissance qu'il faut. Nous n'avons pas encore trouvé l'oreille attentive qu'il faut, mais nous mettons tout cela sur le compte des pêcheurs en eau trouble qui sont autour du président de la République et ceux qui se sont rajoutés à eux aussi, qui viennent d'autres horizons beaucoup plus troubles. Il n'est pas maintenant question, ni à jour, que nous rentrions dans un gouvernement tant que la gouvernance et la ligne de gouvernance du président de la République ne s'est pas éclaircie et n'a pas encore cédé sur des points essentiels de nos exigences. Vous pensez que, donc, que le pouvoir de Ghazouani et de Abdelaziz, c'est boubou blanc? Il n'y a pas grand-chose qui a changé. Je pense que les hommes ne sont pas comparables. Mohamed Cheikh Al-Qazouani, le président actuel, c'est un homme ouvert. C'est un homme qui accepte la contradiction. C'est un homme qui accepte en vivre en démocratie, avec des adversaires qui ne sont pas des ennemis. C'est un homme qui
qui a tendance et qui veut respecter la loi, respecter la Constitution. Quant à l'ex-chef de l'État, Mohamed Ould Abdelaziz, il ne reconnaît pas ni de Constitution, ne respecte ni Constitution, ni droit. Il n'accepte pas de la concurrence politique et il utilise l'État, les leviers de l'État, il les utilise, il les instrumentalise, même dans la violence politique la plus inouïe contre ses adversaires. Et pourtant, les gens de Flamme ne partagent pas votre analyse par rapport au président Ghazouani. Pour eux, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Je suis différent des gens de Flamme parce que moi, je vis à l'intérieur, je travaille à l'intérieur et j'agis à l'intérieur avec les populations. Et les gens des Flammes sont dépaysés, ils sont loin du pays depuis plusieurs décennies. Et ils n'ont pas une vision complète de la réalité des choses. Mais aujourd'hui, est-ce que dans le cadre de la réconciliation nationale en Mauritanie, il ne faudrait pas ouvrir tout cela pour que les gens de Flamme, de Mauritanie qui sont à l'extérieur, même les réfugiés mauritaniens qui étaient au Sénégal, puissent rentrer tranquillement chez eux? Absolument. Je pense que je salue d'abord la pacification de nos relations avec nos voisins que Ghazouani a opéré, notamment avec le président Macky Sall et la République sœur du Sénégal. Je soutiens cette dynamique et je m'en réjouis. C'est pour moi aussi l'occasion de lancer un appel aux deux chefs de l'État pour tenir compte de 14 000 Mauritaniens qui ne sont pas seulement réfugiés au Sénégal, mais qui sont déportés au Sénégal depuis les années de Braise et qui sont dans l'apatridie ici au Sénégal, dans des conditions difficiles, et qui ont le droit de recouvrir leurs droits et de retourner dans leur pays. Et c'est au Sénégal, à la Mauritanie et au HCR de présider à ce dénouement heureux et indispensable que nous espérons. Il est aussi absolument nécessaire que tous les exilés politiques, notamment les gens des Flammes, qui ont quitté la Mauritanie sous la pression, sous la violence, sous la menace depuis les années 80-90 jusqu'à nos jours, il est temps que la Mauritanie, dans son dialogue national, que nous attendons avec impatience, fasse la place et les conditions du retour serein, honorable à ses citoyens. Est-ce que ce retour concerne tous les Mauritaniens sans exclusive, même le président Ould Taya? Non. Pourquoi? Le président Ould Taya doit répondre de graves exactions qu'il a commises contre des Mauritaniens. Il doit retourner, s'il retourne, il doit commencer par répondre de ce qu'il a commis devant la justice. Notamment, il a le droit de purger sa peine ici à l'intérieur du pays. Vous symbolisez-vous l'espoir de beaucoup de Mauritaniens, de beaucoup de couches défavorisées qui voient en vous un leader prochain de la Mauritanie. Est-ce qu'il est possible un jour que la Mauritanie, que Noir, devienne le président de la République? Oui, je pense qu'il est inéluctable. C'est une fatalité démographique, c'est une fatalité démocratique et c'est une fatalité tout court, divine, que la Mauritanie va très très bientôt connaître un président, son président noir. Est-ce que la société mauritanienne est prête? La société mauritanienne est toujours prête. Elle a toujours été prête. La Mauritanie, depuis la nuit des temps, il y avait l'empire du Ghana en Mauritanie. Ce sont des princes noirs qui dirigeaient dans ce territoire qui est actuellement le territoire de la Mauritanie. Pendant les Émirats, pendant les Almamias, dans le territoire actuel de la Mauritanie, il y avait toujours des dirigeants noirs. Donc, le peuple mauritanien n'est pas un peuple raciste, c'est l'élite qui a pris le pouvoir en 1978, qui a refondé l'éducation d'une grande partie des Mauritaniens vers une éducation raciste et racialiste. Et c'est dans ces problèmes qu'on se débat, issus de cette éducation raciste et racialiste, et de laquelle on va se défaire à partir de ce dialogue et à partir de la refondation de cette démocratie, de la démocratie en Mauritanie. Et dans cette démocratie, quel sera le rôle
de l'intelligentsia mauritanienne, les intellectuels mauritaniens? Quel est le rôle qu'ils doivent jouer? Malheureusement, les intellectuels de la Mauritanie doivent se défaire de leur suivisme aveugle, suivre leur ventre, suivre leurs caprices et suivre les dictateurs, ou même transformer les chefs d'État qui sont à l'origine imbus de bonnes intentions pour les transformer en dictateurs à travers l'activisme de l'audateur que ceux qui se disent intellectuels mauritaniens et l'élite mauritanienne est habituée à faire. Je pense que la première chose, il faut que l'élite d'abord s'affranchisse de ces tendances à agir toujours dans le cadre de la politique du ventre et aussi rompre avec le sectarisme qui plombe encore l'avancée de beaucoup de causes en Mauritanie, notamment la cause anti-esclavagiste, la cause des Noirs mauritaniens. Ce sont des causes plombées par le sectarisme et la politique du ventre. Biram Da Abeid, je vous remercie. Merci d'avoir été venu sur ce plateau de ITV. Je rappelle que vous êtes le patron de l'IRA. Vous êtes aussi le chef de l'opposition mauritanienne. À 2 reprises, vous avez été deuxième à la présidentielle mauritanienne. Et aujourd'hui, vous êtes député à l'Assemblée nationale. Et que vous êtes pour une Mauritanie plurielle, arc-en-ciel, pour le bien-être de tous les Mauritaniens. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau de ITV. Merci à toute l'équipe technique qui m'a accompagné pour la réalisation de cette émission. Merci. Au revoir.